L'empilement des couches géologiques matérialise le déroulement des temps géologiques. On prend souvent l'exemple du sablier, dont le sable s'écoule en même temps que le temps. En fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que si le temps se déroule bien de manière continue et régulière, la sédimentation, elle, s'opère de manière discontinue et irrégulière. Par exemple, un sédiment fin de quelques centimètres d'épaisseur aura mis quelques siècles ou quelques millénaires pour se déposer, alors qu'une couche épaisse de conglomérats, comme on en voit au vert, avec un mélange de cailloutis et de coquilles brisées, a mis très peu de temps, et on peut dire que c'est un dépôt instantané à l'occasion d'une tempête ou d'une marée importante. Par conséquent, cette vitesse de sédimentation est extrêmement variable. Un examen attentif de succession de couches de terrain montre très souvent des discontinuités plus ou moins importantes qu'on appelle des hiatus. Alors elles sont de nature variée, ça peut être par exemple des surfaces d'érosion. Le sédiment s'est déposé, il a été balayé et il est allé se redéposer ailleurs. Ça peut être des surfaces de non-dépôt, des surfaces d'arrêt de sédimentation, parce que le fond de la mer a été balayé par des courants qui empêchaient les sédiments de se déposer. Ça peut être aussi des glissements sous-marins dus simplement à des tempêtes ou quelquefois à des tremblements de terre. Ces phénomènes sont d'autant plus fréquents qu'ils se produisent dans des zones littorales où tous ces phénomènes, tempêtes, marées, courants, agissent avec le plus d'importance. Les méthodes modernes d'analyse des sédiments montrent que quelquefois la période, la tranche de temps où il ne s'est rien passé, où il n'y a pas de dépôt, peut être aussi importante et même quelquefois plus importante que la tranche de temps enregistrée par les sédiments. Et ceci même dans des stratotypes, c'est-à-dire des couches qui ont été choisies a priori parce qu'elles représentaient une tranche de temps, un intervalle de temps géologique. Et on s'aperçoit que quelquefois, pour certains étages du Jurassique par exemple, le non-dépôt est au moins aussi important que le dépôt. C'est un petit peu comme un livre d'histoire dont on aurait arraché des pages ici ou là, ou dont certaines pages n'auraient pas été imprimées, ce qui fait que la lecture de l'ouvrage devient évidemment un petit peu difficile. Si on veut se résumer, les dépôts littoraux enregistrent des événements du temps court, c'est-à-dire d'un temps qui est quasiment à l'échelle humaine, les tempêtes, les marées, les courants. Alors que les vases profondes des océans actuels ou des océans fossiles, tels qu'on peut les voir dans les Alpes par exemple, nous montrent des séries extrêmement épaisses avec des sédiments très fins, sans surface de discontinuité, et qui ont enregistré de tout autre type de phénomènes à l'échelle des temps géologiques. Par exemple, les variations des pôles magnétiques terrestres qui n'arrêtent pas de bouger entre nord et sud, par exemple la salinité des océans, par exemple la température des océans, bref, toutes sortes de phénomènes qui, eux, se déroulent à l'échelle en général de la centaine de milliers d'années en moyenne, et qui sont donc des événements du temps long, d'un temps qui est à l'échelle de l'histoire de la Terre. Bref, si l'on veut effectuer une reconstitution d'une histoire de la Terre, comme à chaque fois qu'on fait de l'histoire, on est confronté à la nécessité d'utiliser deux dimensions du temps. D'une part, le temps long, qui va nous donner des choses qui sont à l'échelle de l'histoire de la Terre, et d'autre part, des phénomènes du temps court, qui sont presque le quotidien de l'histoire de la Terre et qui nous racontent un petit peu ce qui s'est passé presque au jour le jour dans notre Terre. Et on a besoin de ces deux types de phénomènes pour avoir une reconstitution qui soit aussi complète que possible.